Bonjour à tous, donc je suis Arnaud Contentin, secrétaire général de l'Institut français de Slovénie. Donc, bienvenue au Vetrisnik Dvor pour cet après-midi consacré au philosophe français Gilles Deleuze. L'Institut français de Slovénie a en effet décidé d'organiser ce colloque franco-slovène dans le cadre de Maribor, capitale européenne de la culture 2012, en réponse à une actualité éditoriale en Slovénie autour de Gilles Deleuze, notamment par la publication de Différences et répétitions et Deleuze, la clameur de l'être aux éditions ZRC Sazou, et par ailleurs la publication de Spinoza, Philosophie pratique, Nietzsche et la philosophie et Logique du sens aux éditions Curtina. Afin d'évoquer la figure de ce grand philosophe sous l'angle à la fois singulier et significatif de son rapport aux arts, nous avons invité des spécialistes français et slovènes et je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc je vais introduire donc, nos intervenants de l'après-midi de façon rapide. Donc tout d'abord Madame Suzanne M. Delacote. Madame M. Delacote est titulaire d'une thèse de doctorat sur le concept deleuzien d'image de la pensée et sur ses relations avec le cinéma. Elle a également publié Deleuze, philosophie et cinéma et plusieurs articles sur l'approche deleuzienne du 7e art, notamment pour les revues Cinéma et Chimère. Depuis 2004, elle enseigne le cinéma à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Monsieur Neil Balskar est essayiste et critique de cinéma. Il est membre du comité de rédaction de la revue Kino. Il a coédité et co-traduit la publication en slovène de Qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin et la fable cinématographique de Jacques Rancière. Il est également éditeur au département de recherche de la Cinémathèque slovène. Monsieur Arnaud Villani a longtemps enseigné la philosophie en classe préparatoire littéraire à Nice. Il est titulaire de 2 agrégations en lettres classiques et philosophie et docteur d'État. Il a publié de très nombreux articles et des ouvrages de poésie, de critique poétique et de philosophie. Il est l'auteur de l'ouvrage La guêpe et l'orchidée, essai sur Gilles Deleuze, et a participé à de nombreux ouvrages collectifs autour du philosophe. Enfin, M. Peter Klepets-Kurcic est chercheur à l'Institut de philosophie du Centre de recherche de l'Académie des sciences et des arts. Il a écrit de nombreux articles autour de la philosophie moderne, de la philosophie classique allemande et de la psychanalyse théorique. Alors, en prolongement de cette journée, je vous invite à assister demain à une projection de l'abécédaire de Gilles Deleuze, projection qui aura lieu pour la première fois en Slovénie. Composée de 8 heures d'entretien, l'abécédaire est le seul film consacré à ce penseur qui a toujours refusé d'apparaître à la télévision. Il accepta pour cette unique fois d'être interviewé, à condition que ce film prenne la forme de conversation entre lui et son ancien élève et ami, Claire Parané, et qu'il soit diffusé après sa mort. Je vous invite donc à venir demain assister à cette projection gratuite, ici même dans les locaux de Vetrisnik Dvor, au rez-de-chaussée, dans la médiathèque délocalisée, de 12h à 20h. Permettez-moi pour conclure de remercier l'équipe de Maribor 2012, capitale européenne de la culture, et plus particulièrement le programme des ambassades culturelles qui nous accueille au Vetrisnik Dvor pour l'ensemble de ces manifestations. Et je cède maintenant la parole à M. Arnaud Villani pour ouvrir ce colloque. Merci Arnaud Contentin. Je voulais aussi remercier Mathias Rambaud qui m'a permis de connaître une ville que je ne connaissais pas, très belle, un pays que je ne connaissais pas non plus. Je vais procéder de la façon suivante. Je vais lire un texte moyennement long, un peu technique parfois, et c'est pourquoi, en introduction, je vais essayer de développer quelques idées qui permettent de l'introduire, qui permettent de préciser mon propos. Je précise d'abord que je vais parler de Deleuze et de la poésie, et pas de façon plus vaste de Deleuze et de la littérature. Il y a un ouvrage collectif qui a été édité par messieurs Bicollet et Gelas, qui est assez complet, Deleuze et les écrivains, avec beaucoup d'interventions, aux éditions Cécile Defaux. Mon propos est donc de travailler sur Deleuze du point de vue de la poésie et d'essayer de mettre à la compréhension de la philosophie deleuzienne concernant la poésie certaines pratiques que j'ai pu avoir dans ma vie de traducteur de poésie. Deuxièmement, je voudrais préciser quelque chose aussi. C'est un problème qui m'est apparu assez souvent en lisant des auteurs qui commentaient Deleuze.
c'est que bien souvent, ils ne tiennent pas vraiment compte du fait que le monde deleuzien n'a rien à voir avec le monde de la connaissance commune, le monde qu'on appelle le monde de la doxa. Les objets ne sont pas les mêmes, les hommes ne sont pas les mêmes, le monde n'est pas le même, la langue et la société ne sont pas la même, ne sont pas les mêmes. Ou plutôt, si la connaissance commune a rapport à des micro-objets, plutôt, si le monde de la connaissance commune a rapport à des macro-objets, des objets de connaissance courante, le monde deleuzien a toujours rapport, qu'ils le disent ou non, à des micro-objets, à des particules, à des fragments, de telle sorte que on est obligé, pour comprendre, je crois, la moindre de ces phrases, le moindre de ces paragraphes, on est obligé de changer notre vision, de descendre, comme il dit, au voyeur de détails. La question est donc, comment comprendre le rapport entre deux mondes complètement différents, le monde moléculaire et le monde molaire, les micro et les macro-objets. Ce qui revient au même que de dire que la philosophie de Deleuze est la tentative de penser un rapport entre le virtuel et l'actuel. Mais, j'insiste bien, ce qui fait l'originalité de Deleuze, c'est qu'il n'oublie jamais cette perspective. Un peu comme chez Kafka, la perspective de la chute est derrière chacune de ses phrases. Chez Deleuze, la perspective du virtuel et du micro-objet est derrière chacune de ses phrases. Et alors, quel serait, selon moi, l'objet de la philosophie deleuzienne? Ça serait la tentative de trouver le moment où de l'actuel devient du virtuel, ou, inversement, où du virtuel s'actualise. Le moment où ça tourne, où ça prend, c'est cela, le moment deleuzien. Et c'est un moment, justement, où s'accélère le tempo et où on entre dans une vitesse, comme il dit. Voilà donc mon introduction, parce que, au fond, si vous voulez, j'essaierai de chercher une structure de la poésie, un modèle de la poésie, qui permette de comprendre comment la poésie détecte des zones d'indiscernabilité, où justement du virtuel et de l'actuel se touchent. C'est cela qui, selon moi, est constamment l'objet de la philosophie deleuzienne. Je vais donc lire mon texte et ensuite j'aurai un entretien sur Deleuze en général et peut-être sur les choses qui, dans ce texte, auraient été moins clairement énoncées par moi. Même sollicité de fond en comble, le corpus deleuzien reste quasiment muet sur la poésie. On peut en être d'autant plus surpris que s'il est une œuvre qui fait la part belle à l'art en général, c'est bien celle de Deleuze. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, tout le monde connaît les ouvrages ou les parties d'ouvrages qui concernent la musique, l'architecture, la sculpture, la peinture, le cinéma. Et en même temps, c'est très curieux, comme Deleuze aimait à le dire, avec cette intonation inimitable du moment de découverte, cet oubli ne signifie pas une absence d'intérêt. On le sent lorsqu'il évoque le bégaiement de Gerasim Lucas, lorsqu'il évoque une partie du poème Kalisch d'Allen Ginsberg, lorsqu'il cite le poème « Oui, je suis un voleur de pensée » de Bob Dylan, ou manifeste sa proximité avec David Herbert Lawrence. Emily Dickinson, Mandelstam, Pessoa. On le sent lorsqu'il cite Rimbaud, Nerval, Hölderlin ou White. Ici, il est clair qu'il les cite souvent plutôt pour leurs idées que pour l'aspect poétique au sens propre. De même, dans ce poème d'Artaud,
Cet enfant, il n'est pas là, il n'est qu'un angle à venir, et il n'y a pas d'angle. Or, ce monde de père-mère est justement ce qui doit s'en aller. L'angularité et le refus de la triangulation oedipienne sont précisément ce qui intéresse Deleuze. Et même lorsque Deleuze s'attache, comme il le fait pour Mallarmé, à proposer une critique de sa poétique, puis corrige sa position sur le poète, c'est tout à fait remarquable, hein, l'évolution de Deleuze sur Mallarmé, la rapidité de ces remarques laisse une réelle frustration, comme si poésie et politique n'étaient décidément pas son affaire. Ce dernier, c'est pourtant ce qu'il dit lorsqu'il ébauche une théorie poétique dans ce jugement. Si la parole de Gerasim Lucas est éminemment poétique, c'est parce qu'il fait du bégaiement un affect de la langue et non une affection de la parole. Ou bien, dans cette autre remarque à propos de Mallarmé, le pli est sans doute la notion la plus importante de Mallarmé, non seulement la notion, mais plutôt l'opération, l'acte opératoire qui en fait un grand poète baroque. Deleuze, donc, à mon avis, avait sur le poétique une pensée de derrière, dont il n'a laissé que des indices. Ce n'est pas que la poésie soit trop éloignée de ses préoccupations, je la crois au contraire trop proche, comme s'il lui avait fallu s'en retirer pour dessiner sa question. Et je vais essayer alors d'entrer dans l'opération poétique qu'indique Deleuze. Parce qu'il est agité par la secousse qui remonte des plis et qui l'anime comme son extra-être, le pli est l'entrain de se faire. Il exprime le virtuel, le sans-forme, qui se forme et bouge encore. C'est pourquoi le pli est toujours à venir. Cette croissance qui s'essaie à une naissance illustre l'idée stoïcienne de verdoyant, ou l'événement se faisant. Deux points sont alors en évidence dans cette montée du virtuel. Le percept et l'affect sont désolidarisés d'un sujet percevant et d'une conscience affectée, afin de devenir en toute autonomie, au lieu d'être dominés par le sujet qui les bloque. Cette sortie du sujet, puisqu'elle va par le virtuel d'actuel en actuel, alterne territoire et déterritorialisation, ce qui produit un flux extatique, je cite, « C'est seulement quand un flux est déterritorialisé qu'il arrive à faire sa jonction avec d'autres flux qui le déterritorialisent. » Toujours entre deux territoires, le devenir ne peut s'arrêter au sujet. Il est donc question de désubjectivation. Ce sera un point essentiel de ma démonstration. Et en même temps, je dirais que grâce à Deleuze, j'ai pu tenter de mettre en place une structure de la poésie, que je résume en 3 points, vous les verrez revenir. Minorer le sujet, ou bien carrément atténuer et faire disparaître le sujet. Deuxièmement, faire revenir le monde. Et troisièmement, bâtir un monde en abrégé. Voilà les 3 points qui vont être la structure que je vais essayer de dégager. Mais je dirais que cette structure, elle me vient à la fois de Deleuze et en même temps, elle me sert à décoder le rapport de Deleuze au poétique. Vous verrez pourquoi. L'art ne cesse donc de présenter ce processus de désubjectivation. Le phare chez Virginia Woolf, le vase d'étain chez Boehme, les souliers chez Van Gogh, le sourire flottant chez Carroll, bref, ce qui reste de l'objet ou de l'affection lorsque le sujet s'est volatilisé. La déterritorialisation est une désaffection. Le sujet croit que ses affections, perceptions, conceptions dépendent de sa volonté propre. Je suis comme ça, se targue-t-il, sans voir que la persuasion clandestine agit dans ses 4 volontés. Comme le peintre doit effacer les clichés qui tapissent déjà sa toile, avant même qu'il la commence, ce sont les synthèses passives qui, gommes involontaires, montent dans le sujet et ouvrent la puissance du fond. Je cite, « Force tapis dans l'aplat, elles entraînent les formes dans des indiscernabilités. » Ces voisinages font le flux du devenir. On peut poser que le pli ou que le flux de devenir ou que le flux de sensations ou l'onde de sensations, c'est une suite d'indiscernabilité.
Alors, je vais croiser cette étude sur Deleuze, travaillant sur la poésie, avec la peinture, et notamment Bacon. Les tableaux de Bacon, dans l'analyse de Deleuze, mettent en scène cette violente disparition du sujet. Le traitement mal riche du fond, en couleurs, par aplat de couleurs lumineuses, et l'envahissement de ce fond par des hachures d'herbes, produisent le fait de couleur et introduisent l'énergie de la sensation pure comme question de sensation, qui brosse le visage. C'est-à-dire, ce que Deleuze met en évidence, c'est un très beau livre, le livre sur Francis Bacon, c'est une logique de la sensation, et cette logique de la sensation part d'une sensation comme question. Pour devenir sensation, ce qui demeure de subjectivité dans les personnages doit se faire non pas corps, mais chair. Et une chair qui, attaquée par la pure sensation, devient tête-viande d'un animal d'abattoir. Il cite Moritz. Une chair qui fond sur place, qui chute sur elle-même et qui tend à fuir par le premier trou. Vous connaissez ces exemples de tableaux de Bacon, dans lesquels on voit une silhouette complètement désarticulée, dont la tête est en train d'incliner vers un trou de lavabo. Mais avant de fuir par un trou de lavabo ou de serrure, le corps figural s'est précipité. Je crois qu'il y a un jeu là, parce que Caput, c'est la tête, c'est aussi le chef. C'est tout le problème de la philosophie occidentale, c'est qu'elle a suivi constamment le chef, le sujet comme maître. Or, Bacon, la première chose qu'il fait, c'est en déstructurant le corps en viande ou en chair, produit une sorte d'attirance invincible de la tête vers l'abolition, le trou. Donc c'est bien ça, précipité, décapité. Hachures, taches, hématomes, évidemment, devenir sanglier font voyager tête première vers l'abolition. Qu'est-ce qui tombe dans la sensation comme la viande s'affaisse? On voit dans les études du corps humain de 1982, hommes et femmes, cul par-dessus tête, présenter un précipité de corps. Ce pli que Deleuze admirait dans la plante première ou l'embryon originaire, bousculé par pliage et torsions qu'il supporte en tant qu'être larvaire. La séquence est donc déterritorialisation par remontée du fond, désubjectivation jusqu'au corps, qui perd la tête, le fameux acéphale, reterritorialisation, cosmos, et le cosmos ici est le même que le chaos. Deuxièmement, sujet soufflé. Troisièmement, maison. La maison est le Heimliches rassurant, mais elle s'obtient en se laissant aspirer. Le cosmos est inquiétante étrangeté, Unheimlichkeit, mais il libère du sujet et ouvre le dehors. Si la nature est comme l'art, c'est parce qu'elle conjugue ces deux éléments, je cite, la maison et l'univers, le Heimlich et l'Unheimlich, le territoire et la déterritorialisation, la petite et la grande ritournelle. Je fais ici une hypothèse. Si la structure cosmos, chère maison, que Deleuze découvre dans Bacon est nommée opération poétique, n'est-ce pas que la poésie serait justiciable d'une telle structure? Voilà le point de ma tentative de donner un rapport réel de Deleuze et de la poésie, parce que je n'ai pas voulu évidemment faire le catalogue des poètes que Deleuze a cités ou sur lesquels il a dit quelque chose, ça n'a aucun intérêt, mais essayer de trouver ce qu'est conceptuellement pour Deleuze la poésie. Donc si la structure cosmos chère maison que Deleuze découvre dans Bacon est nommée opération poétique, n'est-ce pas que la poésie serait justiciable d'une telle structure? Sur cette homologie, par une étude de logique de la sensation et de différence à répétition, et je vais essayer de monter une théorie du poétique. Parce qu'il se trouve que c'est après avoir travaillé très précisément logique de la sensation sur Bacon, et d'avoir vu que finalement logique de la sensation reposait sur une chute, que j'ai repris le travail de différence et répétition, et que je me suis aperçu que la sensation elle-même procédait d'une chute.
C'est le point sur lequel je bâtis cet essai. Inutile d'entrer donc dans les dispositifs de l'armature, parce que ça c'est compliqué, un peu rhétorique aussi peut-être. L'armature contre le narratif, la figure, contre la subjectivité, le contour au diagramme contre le cliché. Ce qui importe, c'est le sacrifice du corps-visage, du corps investi par une signification homme dominant, au profit d'une finalité supérieure. Investi d'une finalité supérieure. C'est ça ce que Deleuze estime qu'est l'homme occidental. Ce sacrifice qui se nomme art, Deleuze va le détailler comme monter un corps sans organes, dégager des zones d'indispensabilité, effacer l'affection dans l'affect, en donnant à l'œuvre de tenir debout toute seule. Le but de l'art, dit-il, c'est arracher le percept aux perceptions, tout le monde connaît ces phrases, arracher l'affect aux affections, extraire un bloc de sensations, un pur être de sensations. Ce qui devient clair, c'est que la zone commune, l'indiscernabilité entre l'animal et la tête d'homme animal, est rendue possible par la chute. Le signe du devenir est la dérive, le pourquoi de la dérive est le devenir. Nous savons que, je cite, le corps sans organes est chair et nerf, une onde, le parcours qui trace en lui des niveaux. Le corps sans organes, dans son cours, est levé de l'impératif de subjectivité. On s'en débarrasse. Et logique de la sensation qui s'ensuit, cascade de chute en chute, produisant une force autant qu'un penchant. Peindre l'appel d'air, ou ligne de fuite, qui s'établit entre l'abolition du visage et la figure, et de là à l'abolition du corps, c'est suggéré par des signes l'onde de sensation qui naît de cet appel. En gros, je résume, le travail de Bacon et la pensée de Deleuze se conjoignent sur ce point que c'est comme si du dehors entrait un appel d'air tellement violent qu'il efface la structure formée à la fois par le corps et la tête de l'homme, du sujet maître, de telle sorte qu'elle le précipite et que tout cela verse dans ce qu'on appelle l'acéphalité, l'absence de tête. Voici découvert les vrais sens de fuite et d'antre dans à la fois la peinture de Bacon et le commentaire deleuzien de la peinture de Bacon. Le corps comme organe de passage, né du courant d'air qui explose la figure animalisée à la gifle du vent des forces. Et de la vie qui va au-delà de l'organisme vers l'inorganique. Vous vous rappelez sans doute la formule, la puissante vie inorganique. Si le corps sans organe ne fait pas obstacle à l'onde de sensation, c'est qu'il en est le procès même. Comme il y a différence de potentiel à l'origine de la sensation, parce qu'une sensation est toujours originée par un élément qui a plus d'intensité qu'un autre, et donc la sensation produit la chute de ce potentiel élevé vers un potentiel moins intense. Il y a aussi différence d'oppression à l'origine de l'onde de sensation. Et tels les nuages, cela tourne et s'enroule, l'onde va de A, le corps est bâti et débâti par le passage en force de ce courant d'air. Deleuze reprend la ligne gothique pour y voir naître une géométrie ne cessant de changer de direction, géométrie des coniques aux projections de deux argues, sommet du cône comme survol différencié de ces coniques, s'appariant de proche en proche, ça c'est assez technique, associant les devenirs dans une onde de voisinage. L'onde d'amplitude établit le fait de la sensation et en manifeste la logique. J'insiste bien sur ces deux mots, le fait de la sensation et la logique de la sensation. Et puisque, je cite, à la rencontre de l'onde à tel niveau de force extérieure, une sensation apparaît, la question d'une logique de la sensation qui intéresse autant la peinture que la poésie et même la philosophie devient, je cite, si la force est condition de la sensation, comment la sensation se retourne-t-elle pour faire sentir les forces insensibles? C'est tiré de Francis Bacon, page 35.
J'interprète cette expression se retourne comme décline, chute et se replie. Chose étrange. Deleuze a beau insister sur la chute, et pas seulement dans le Bacon. Nous en avons aussi peur de cette chute, et c'est exactement la même chose qui se produit dans le commentaire de Kafka, où beaucoup de commentateurs n'ont pas vu la récurrence infinie du thème de la chute chez Kafka. Nous avons si peur de la chute que nous ne la voyons pas. Pourtant, je vous cite quelques phrases de points. L'actif, c'est la chute. Toute tension, toute différence d'intensité s'éprouve dans une chute. Autre citation, la chute est le rythme actif. Mais il faut revenir à différence et répétition pour mieux comprendre. Je cite, la différence n'est raison suffisante du changement que dans la mesure où ce changement tend à la nier. Et plus loin, même si la différence tend à se répartir dans le divers de manière à disparaître, elle doit d'abord être sentie comme ce qui donne le divers à sentir. D'où la formule « tout est surplomb, suspens et descente ». Différence et répétition, page 302. Tout est surplomb, suspens et descente. Avant de devenir dune de sable, chez Bacon, la figure centrale de triptyque d'août 72 décline. C'est cette énigme du déclin qui anime Deleuze. La différence est donc en position transcendantale. Insensible, c'est elle qui fait sensation. La différence n'est pas le donné, mais ce par quoi le donné est donné. Or, toute différence est différence d'intensité. Je continue à citer quelques phrases qui établissent le problème d'une logique de la sensation sur la question de la différence d'intensité, sur la différence de potentiel. Donc, encore une autre phrase, tout ce qui se passe est corrélatif d'ordre de différence de potentiel. Et Deleuze généralise, c'est l'intensité qui définit la limite propre de la sensibilité. D'où cette fameuse question qui a commencé déjà avec les textes sur Hume, de l'aisthetéon, c'est-à-dire ce qui doit être senti. Et ce qui doit être senti est en même temps insensible. Voilà une énigme difficile. Comment ce qui doit être senti, ce qui ne peut qu'être senti, est-il en même temps l'insensible? Quel est l'être du sensible? Quelque chose qui ne peut pas être senti au sens empirique, qui ne peut être que senti au sens transcendant. Mais il ne s'agit pas seulement d'appréhender dans le sensible la différence de potentiel. Les intensités doivent se coupler, se répartir. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de la différence de potentiel, qui produit une sensation, et le problème de la cascade de sensations qui produit un flux. Tout le reste étant simplement, picturalement, et pour Deleuze, le fait de débarrasser le tableau de tout ce qui peut s'opposer à l'onde de sensation, au flux, au parcours de l'onde de sensation. Donc, voilà encore une phrase significative. L'acte d'individuation consiste à intégrer les éléments de la disparition dans un état de couplage qui en assure la résonance interne. Alors évidemment, si on lit simplement cette phrase comme ça, on ne peut pas la comprendre. Mais voici comment ça peut s'entendre. Si le processus de la logique de sensation est non seulement différence de potentiel avec chute d'un départ intense vers une arrivée moins intense. Et si il se produit une indissociabilité entre sensation et sensation de telle sorte qu'on continue avec de la sensation pour faire cascade, pour faire flux, pour faire onde, alors la question devient effectivement ce qui soutient la sensibilité, c'est pas quelque chose de sensible, c'est quelque chose de totalement insensible, mais évidemment qu'il ne peut être que senti. Bref, je dirais qu'il y a un caractère créateur de la chute, et on le voyait déjà avec les métaphores du fouet qui claque, de la mèche allumée, du cordon Pickford. L'isolement des champs, l'émergence du figural, le diagramme comme champ intense, par accouplement des points singuliers, conduisent à la ligne de fuite, de différence à sensation de la différence. Cela tombe comme ça, le potentiel chute, la chute débusque une autre chute.
Alors, ce qui va se présenter dans la peinture de Bacon et que Deleuze va focaliser, c'est une sorte de dramatisation de cette logique. C'est-à-dire, ce qui se passe, ce que met en scène Bacon, c'est la disparition très douloureuse du corps pour devenir autre chose. Et pour prendre avec autre chose. C'est-à-dire que ça commence par l'herbe qui monte dans le tableau, ou bien la couleur qui écrase littéralement la figure. Ensuite, le corps se déforme. Vous vous souvenez sûrement de ces tableaux de Bacon, très, très nombreux, qui représentent un corps qui se tord sur lui-même. Et il se plie, il se replie pour fuir vers autre chose. C'est-à-dire qu'on va d'un dehors à un dehors. Entre les deux, il y a ce que Deleuze, à travers Bacon, appelle la logique de la sensation, ou le flux de sensation, et ce qu'on peut appeler aussi ligne de fuite. On a dans Bacon, et c'est ça qui a tellement attiré Deleuze, la représentation picturale d'une ligne de fuite. Donc, d'une série d'indiscernabilités qui, de prise en prise, finissent par disparaître. Je vous donne encore quelques phrases qui concernent parfaitement cela, toujours tirées du Francis Bacon. Ce sont les forces cosmiques qui, dans les tons rompus du visage, le giflant, le griffant, le fendant, révèlent les forces tapies dans la plat. Dès lors, toute la structure entre en rythme cosmique. Vous verrez la correspondance entre Francis Bacon, page 25, des éditions de la différence, et les pages 169 à 174 de Qu'est-ce que la philosophie? Elle représente exactement la même idée, c'est-à-dire une sorte de structure ternaire, avec cosmos, chair, maison. Le détail n'est pas important, mais il faut que l'intermédiaire, la figure, soit dans un extrême voisinage entre le cosmos qui l'envahit et la maison qu'elle constitue. Le contour, comme avant et arrière-plan, pans horizontaux et verticaux, murs, sol, porte, détermine une maison. Mais il est pris dans l'univers. Je cite toujours, Qu'est-ce que la philosophie, page 112, etc. Cet échange implique l'aller à la limite de la sensation, son déboulet, comme un vent qui se lève. L'être de la sensation n'est pas la chair, mais le composé des forces non humaines, voilà, ça c'est une citation essentielle. L'être de la sensation n'est pas la chair, mais le composé des forces non humaines du cosmos, des devenirs non humains de l'homme et de la maison qui les a jointes, et faisant tournoyer comme des vents. Et les verbes que Deleuze retient, c'est fendre, vibrer, étreindre. Fendre, cosmos, vibrer, chair qui se délite. Étreindre, retrouver un territoire. En même temps, j'ajoute que le principe de la ritournelle, qui est tellement énigmatique, dont les musiciens parleraient bien, mais je ne me sens pas capable de commenter de façon musicale, ce principe de ritournelle est entièrement inscrit dans ce que je viens de décrire comme ligne de fuite, ou flux de sensation, ou logique de sensation. Parce que, évidemment, et c'est ce que je vais développer en seconde partie, qui sera plus brève, évidemment, on va avoir un éclatement vers le cosmos et un repli vers la maison, selon des lignes qui tournoient, mais qui tournoient sans cesser. C'est-à-dire qu'on ne cessera de passer par la maison pour s'éclater vers l'univers et pour revenir à la maison, etc. C'est une façon de dire une ritournelle. Alors devient envisageable une théorie générale qui va nous permettre de donner un pont entre la théorie de la peinture et celle de la poésie. S'agissant de l'être de sensation, toute sensation étant une question, voici la thèse fondamentale. Je cite, « Sensation, atteindre ce point pourtant à l'infini qui précède immédiatement la différenciation naturelle. Sentir, c'est rendre consistant des traits qui émergent du chaos, leur conserver la vitesse de chute indiscernable, et pourtant les faire apparaître
dans une ligne, dans une logique. Je conclurai donc ce premier point en disant que contrairement à Aristote, chez Deleuze, c'est l'accident, en conservant de ce terme le latin, cado, tomber, accido, c'est l'accident qui est l'essence. Tenir debout, c'est une chute de chute, c'est une suite de chute. Tenir debout, c'est une marche rattrapée. La marche est une chute rattrapée. Donc tenir debout, c'est ne cesser d'enchaîner une chute et une chute, d'évaler. Donc j'ai posé, au fond, deux questions. Comment devient-on sujet? Et vous retrouvez, ceux qui connaissent Deleuze retrouvent ces textes du début, avant même la publication de 53, il y a déjà en 45 mis pas mal de choses au net sur la question du comment devient-on sujet. Et la deuxième question, comment devient-on sujet, ça implique chez Deleuze immédiatement la question comment se débarrasse-t-on du sujet. Et deuxièmement, comment se fait-on un corps sans organes? Ce sont des questions qui sont connexes. Or, on voit bien que d'un côté, ce qui permet de faire un sujet, c'est l'habitude, la répétition identique et les synthèses transcendantes, mais de l'autre côté, c'est la métamorphose qui libère les multiplicités sauvages selon des synthèses passives. L'apprentissage des agencements conjuguerait alors les points remarquables de notre corps avec les points singuliers de l'idée. Ici, je dirais que devient tout à fait normal la référence constante de Deleuze aux fragments poétiques et littéraires. C'est ce que j'ai même appelé, dans l'ensemble sur Deleuze et l'écrivain, l'atome littéraire. La philosophie de Deleuze est une philosophie du fragment, mais elle est philosophie du fragment pour autant que le fragment invente une indiscernabilité avec un second fragment puis un troisième, constituant le pli. Car le pli est toujours la prise de 3 points au moins. Deuxièmement, ce qui devient évident, c'est le fait que Deleuze a constamment associé la littérature au bégaiement, puisque le bégaiement, c'est le fragment dans la parole. Et puis, troisièmement, ce qui nous paraît maintenant aussi évident, c'est que nous voyons mieux pourquoi il évoque sans arrêt le rapport entre la littérature et la langue mineure. Puisqu'il s'agit, au fond de son système, si on peut appeler ça système en fragment, système fragment, puisqu'il s'agit toujours d'enchaîner de façon imprévisible un fragment qui vient de façon aléatoire à un autre, qui lui aussi survient de façon aléatoire. Et récurremment conserver la prise des deux, l'indiscernabilité qui résulte de cette rencontre des deux fragments, la conserver pour produire une onde de résonance qui revient dans le couple et puis le trinôme s'est formé. Voilà, alors j'avais prévu de faire un travail assez complexe sur une sorte d'élargissement du principe deleuzien à un problème qui est un problème éthologique et écologique, qui est la question de Uxküll. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans Deleuze, il était souvent cité, enfin souvent, assez souvent cité, le biologiste Thure von Uxküll. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai dit est déjà, à mon sens, assez compliqué. Je vais le résumer.
Voilà. Nous avons, dans la théorie d'Uexküll, un point central qui est le cercle fonctionnel. Donc l'ouvrage auquel je vous renvoie dans la traduction française, c'est Mondes animaux et monde humain. C'est un livre extraordinaire. Le cercle fonctionnel, c'est le fait qu'on ne cesse de passer d'un système qui est actif à un système qui est perceptif, donc on le représente par une sorte de cycle. Ce cycle comporte d'un côté le sujet et de l'autre côté l'objet. Et le sujet, tout sujet, c'est-à-dire même l'animal bien sûr, hein, tout organisme vivant, prend l'objet entre deux pinces par une logique active et par une logique perceptive. Et ça tourne sans cesse, de telle sorte qu'on peut dire que, et il faut bien le comprendre, l'animal se résume à son milieu, c'est-à-dire que le milieu de l'animal, c'est son corps. Il faut voir au sens le plus large, c'est-à-dire le corps du lion, c'est la totalité de la savane dans laquelle il cherche sa proie. Il n'y a rien que l'organisme, autrement dit, si on le lit par les termes allemands, c'est Umwelt. L'animal se résume à Umwelt. L'homme introduit dans l'Umwelt, qui est la coïncidence absolue de l'organisme et de son milieu, introduit la réflexion, l'entendement, la prise de distance, etc., et construit donc, outre l'organisme qui continue de vivre en tant que son organisme, il construit Welt, le monde, et Umgebung, ce qui est donné géographiquement autour de lui. Donc il y a trois niveaux, le milieu, l'entourage géographique et le monde. Il se trouve que l'homme, en tant qu'il se développe une pensée de sujet, maître, en quelque sorte arraisonne, comme on disait à l'époque des traducteurs de Heidegger, des premiers traducteurs de Heidegger, arraisonne le monde et transforme, c'est ça qui caractérise l'homme occidental, transforme la totalité du monde dans sa propre humanité. Il humanise le monde. Pour Deleuze, c'est l'expression même de la répétition. Si vous voulez, au départ, il y a l'organisme humain, il y a son entendement. Cet entendement produit un monde, mais ce monde, de proche en proche et de plus en plus, devient l'équivalent du projet, de la finalité de l'homme. Bien. Il y aurait donc une troisième position, et c'est la position deleuzienne, qui se présenterait comme ceci. Si vous prenez toujours ce cycle, qui a été en quelque sorte, qui a admis en quelque sorte une gigantesque parenthèse, qui est la parenthèse de l'entendement humain, si vous prenez donc ce cycle, actif-perceptif, et que vous passez chez Deleuze, ça donne ceci. Il n'y a plus sujet-objet, comme dans l'organisme animal. D'accord ? Il n'y a plus sujet-sujet, comme dans l'organisme humain, c'est-à-dire un sujet humain qui transforme tellement le monde que le monde devient presque totalement humain. Il y a désormais un non-sujet, un sujet absent, un sujet soufflé, destitué, minoré, etc. Et deux projections du cycle qui vont devenir les ritournelles, une vers le cosmos infini, déterritorialisation absolue, avec le vent des forces qui vient sans arrêt conforter cette disparition du sujet, qui se croit maître, et de l'autre côté, une sorte de repli en coquille du cycle pour devenir maison.
territoire. Territoire, mais vous comprenez bien, il ne s'agit pas d'une vaste maison, il s'agit de la hutte de Solo, il s'agit d'Ichterich Wohnen de Hölderlin, il s'agit de habiter un poète, c'est-à-dire rien du tout, habiter un vers, habiter un mot, habiter une œuvre, hein, se faire une maison, et se bâtir une maison dans une totale disparition de toutes les composantes du monde de la connaissance commune. Dès lors, nous sommes chez Deleuze. Nous sommes chez Deleuze lorsqu'il y a un sujet disparaissant, non pas complètement disparu, parce que sinon il n'y aurait pas de poète, il n'y aurait pas de peintre, il faut qu'il y ait quand même un sujet qui sent quelque chose, bon. Mais qui tente à disparaître, qui tente à l'acéphalité, qui tente à perdre la tête, c'est ce qu'il appelle être fou, une sorte de territorialisation sauvage et infinie qui va vers le cosmos et qui revient en tornade, en trombe, pour gifler le visage, griffer, tordre, faire disparaître. Et puis, quelque chose qui reste et qui ne cesse évidemment d'être repris par le grand vent cosmique qui l'habite, et qui est la maison, à savoir le poème. Donc ici, se produit quelque chose que je ne peux pas développer, que j'ai développé dans un autre texte, qui est la conjonction de la philosophie de Deleuze sur la poésie et la représentation que je me fais personnellement de la poésie depuis quelque temps, qui est minorer le sujet, faire revenir le monde, et faire revenir le monde infiniment plus honnêtement que ne le fait la phénoménologie, même la phénoménologie de Henry, etc., ou de Merleau-Ponty, c'est-à-dire faire véritablement revenir le monde en tant que le sujet n'est plus rien vis-à-vis du monde, et bâtir un monde en abrégé, c'est-à-dire créer, entrer dans un acte de création. Voilà comment je résumerai, je dirais, le rapport de Deleuze à la poésie. Vous voyez que c'est une structure, c'est même une idée, vraisemblablement, un peu comme il en parle dans différentes répétitions, disant que les idées, c'est finalement pas très loin des idées platoniciennes, mais elles sont absolument pas figées, au contraire, elles sont principes de mouvement. Et là-dessus, bien entendu, on peut ensuite évoquer toute poétique pour voir si la vision deleuzienne de la poésie correspond à cette poésie que nous connaissons dans les textes. Voilà, je vous remercie. Zdaj, če lahko že jaz kar nadaljujem, jaz bom govoril o slovenščini, upam, da bomo lahko prevajali dosti hitro. Najprej bi se zahvalil profesorju Janiju za zelo izviren prispevek, ki je vsaj po moje povzel bistvene točke Deleuzeove filozofije, ki je ena izmed najpomembnejših, vsaj po mojem mnenju, sodobnih filozofij nasploh. Gre za to, da pravzaprav je Deleuzeova filozofija kot taka filozofija brez slabe vesti. Se pravi filozofija, ki hoče biti filozofija v metafizičnem smislu. To je Deleuze v nekem predgovoru v knjigi Jeana de Martina zelo jasno povedal. Pričemer pa je seveda ta metafizika, ki se ji posveča, ali pa filozofija, ki se ji posveča Deleuze, temeljito transformirala samo filozofijo. Če v tradicionalni filozofiji obstajajo Bog, jaz in svet, kot neki pač predmeti metafizike, so v Deleuzeovi filozofiji temeljito spremenjeni. Deleuze se zaveda, da je teza, Bog je mrtev, pomeni, da je konec tradicionalne podobe subjekta, kar je bilo danes jasno izpostavljeno. Pri Deleuzu obstaja ta raztopljeni jaz, ali pa razcepljeni jaz, moi bisu, ali pa je fele, in tukaj ni več povratka nazaj k tradicionalni podobi subjekta, ki se od moderne filozofije naprej razume kot gospodar sveta. In mislim, da pravzaprav današnji prispevek zelo lepo pokazal, kako je treba misliti to na področju poezije.
in da je zelo lepo mimogrede pokazal, kakšne so osnovne teze Deleuza o telesu, se pravi na nek način izginotje, disparisijon telesa in kaj se pravzaprav zgodi v tem drugem ali pa tretjem koraku, se pravi, ko zopet pridemo do sveta. Obstaja neko zelo slavno mesto pri Deleuzu, kjer pač, mislim, da je to ena izmed knjig o filmu, kjer pravi, tisto, kar nam danes manjka, je verjeti v svet, kvar omont. In najprej bi profesorja pač vprašal, kakšno je mesto Deleuza v sodobni filozofiji, glede na to, da ne obstaja kakšna Deleuzovska šola ali pa kakšni testirani Deleuzovski učenci, oziroma, če se sploh strinja s tisto mojo osnovno tezo, da je danes Deleuze kot filozof dragocen za samo filozofijo. Hvala. Bien entendu, c'est pour moi un philosophe d'une ampleur aussi considérable que celle de Bergson ou de Husserl. C'est un monument du XXe siècle, et je pense que c'est pas seulement un monument du XXe siècle, je pense que c'est un monument de la philosophie, tout court. Il n'a pas été toujours considéré comme ça. Je rappelais, en discutant avec ma collègue, que j'avais eu des déboires parce que j'avais travaillé assez tôt sur Deleuze et j'avais fait une conférence à Nice dès les années 80, début, où je m'étais fait un peu invectiver parce que je défendais Deleuze qui, selon les professeurs de l'université de Nice de l'époque, qui pourtant était tout à fait respectable, était un pornographe doublé d'un sophiste. Donc il ne faut pas croire qu'il a toujours été reçu admirablement. Il a été magnifiquement reçu par les poètes, parce qu'en même temps que je travaillais sur Deleuze, j'en discutais avec mes collègues qui n'y comprenaient rien et qui le vouaient aux gémonies. Mais en même temps, je discutais avec des artistes et eux, alors, ils l'avaient déjà adopté. Donc, dès le début, Deleuze, ça a été quelqu'un qui parle aux artistes dans leur pratique. C'est quelqu'un qui comprend la pratique de l'artiste. Et c'est vrai que c'est un artiste de la philosophie. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il a bien sûr des antécédents. Moi, j'en vois deux. Bon, tout le monde voit, bien entendu, l'antécédent que constitue non pas seulement Nietzsche, mais encore l'enracinement de Nietzsche chez Schopenhauer, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Le fait que Nietzsche, sans Schopenhauer, ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait le virage schopenhauerien qui nous éloigne de la représentation et qui nous rapproche du corps et de la volonté, du corps involontaire, justement, du corps inconscient et de la volonté, pour qu'il y ait Nietzsche. Donc il y a déjà ça. Et bien entendu, le Dieu est mort, que rappelait mon collègue. Mais je dirais qu'il y a plus, et ça fait pas, c'est une autre partie de mon travail qui est un peu le travail que je fais en ce moment. Je crois que Deleuze a une telle force, c'est-à-dire qu'il entre comme un vent violent dans la philosophie. C'est vraiment ça, il ouvre des fenêtres, il fait respirer la philosophie, et il pratique partout le principe de vie en philosophie. Je dois dire que j'ai commencé à lire Deleuze, enfin quand j'ai commencé à lire, ce qui m'a surtout frappé, c'est son texte Supériorité de la littérature anglo-américaine, et ces textes sur David Herbert Lawrence, parce que j'avais déjà remarqué ces textes qui sont d'une vie incroyable, et je m'étais dit, enfin un philosophe qui comprend la littérature, qui lit la littérature anglo-américaine comme ça. Donc, l'impression que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler sur lui, c'est que, en réalité, quelque chose se manifestait à travers lui qui était une vraie fin de la philosophie occidentale. Une fin de la philosophie occidentale encore plus nette que celle que lui assigne Nietzsche, en disant Dieu est mort, le sujet est mort, d'une certaine manière, et ça met entre parenthèses des quantités de développement de la philosophie occidentale qui sont assises sur la subjectivité, sur la maîtrise, sur le pouvoir. Et comme il se trouvait que j'avais une formation
qui était littéraire classique, c'est-à-dire grec et latin, surtout grec, et que j'avais beaucoup travaillé les textes des présocratiques, notamment les textes d'Héraclite et de Parménide, j'ai perçu chez Deleuze une sorte de force de vie qui ressemblait beaucoup à la vie qui se manifeste dans des textes présocratiques. Et je dois dire que depuis ce temps, je me suis posé la question, quel est le rapport entre Deleuze et les Grecs? Alors, j'ai même posé en 80, dans une petite interview à Deleuze, quelques questions qu'il a répondues sur une forme de sorte de brouillon à l'écriture stylo vert, avec quelques petites formules, c'est-à-dire que chaque fois que je posais une question, il disait non, c'est pas ça. Et comme il y avait une quinzaine de questions, j'ai été obligé de revoir entièrement tout ce que je pensais de Deleuze à partir de ce moment-là. Et notamment, je lui avais posé une question, est-ce que la physis, la puissance naturante des Grecs présocratiques et des romantiques joue un rôle dans votre philosophie? Il a répondu non. Alors, donc ça me déstabilisait, et en même temps, je suis sûr que c'est pas sous la forme de la physis, mais il y a quelque chose qui, dans la philosophie présocratique, est quelque chose qui convient à la philosophie de Deleuze. Et je crois maintenant pouvoir y répondre un peu mieux. Je dirais que ce qui convient à la philosophie de Deleuze dans la philosophie présocratique, c'est que c'est une philosophie hors pouvoir, ce qui n'a plus eu lieu depuis Platon. Depuis Platon, nous sommes tombés dans le pouvoir et la guerre entraînée par le pouvoir, et hors sujet. Pas au sens critique, mais qui démet le sujet. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que la philosophie présocratique ne pose aucun thème comme une entité. Il n'y a pas d'entité finie, fixe et fermée dans la philosophie présocratique, mais il y a toujours des couples de forces qui, comme elles continuent de lutter, s'annulent dans une sorte de cycle, de circularité indéfinie. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans le mouvement de la logique de la sensation, ou le mouvement de la ritournelle, ou le mouvement de la déterritorialisation et reterritorialisation, c'est-à-dire c'est ça qui efface les entités. De là, par conséquent, à rabaisser le niveau de la philosophie et à le faire descendre du macrologique, où sont les grands objets qui ont des formes fixes, vers des micro-objets qui n'ont plus de forme, mais qui n'en sont pas moins vivants, il n'y avait qu'un pas, et je crois que c'est ce pas que Deleuze a franchi, mais personnellement, je crois qu'il l'a franchi en venant de la désubjectivation, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que sa philosophie est une philosophie du micro et du virtuel, parce qu'elle s'est débarrassée du sujet. Et un des arguments pour affirmer cela, ce serait le fait qu'il a commencé par Hume, qu'il a commencé donc par la question « Comment devient-on sujet ?» S'il pose la question « Comment devient-on sujet ?», il pose automatiquement la question « Qu'est-ce qu'un sujet ?» Et comme il y avait Foucault, qui n'était pas très loin dans ses préoccupations, ça veut dire « Qu'est-ce que le pouvoir ?» Et donc comment sortir du sujet du pouvoir, etc. Mogoče samo pripomba, kar se tiče razmerja do Grkov. Po moje je Deleuze zato tako decidirano zanikal, da ga Grki zanimajo, ko obstaja neko mesto v delu Kaj je filozofija, kjer v primeru Heidegger zelo jasno pravi, ko Nemec sreča Grka, takrat se začnejo težave, takrat pride do problemov. Morda bi se vrnil k vašemu prispevku, kjer se mi zdi, da ste zelo elegantno uspeli skozi nekatere koncepte izpostaviti, bom rekel, na stranska vrata centralne probleme. Tisto, kar se mi zdi zelo zanimivo, je, da izpostavljate problem padca. Običajno se pri Deleuzu izpostavlja, recimo, da se mišljenje začne s neko silo. Vi pa izpostavljate, da v bistvu sam padec po sebi ima nek, bom rekel, kreator, se pravi, je nek karakter kreator in šit. Skratka, da obstaja nek značaj padca, ki je pač ustvarjalen. In to se mi zdi zelo zanimivo, da izpostavljate to, ne pa to, kar se ponavadi pač izpostavlja. Morda bi me samo zanimalo, če ste že kjer ljudje to misel še bolj podrobno razvili, ali pa če bi še kaj k temu dodali.
Alors, la demande de Mathias Rambaud, dont je le remercie parce que c'est toujours une occasion de fixer ses propres idées, de travailler sur un thème imposé, enfin, Deleuze et la littérature. Bon. Est arrivé un moment où j'étais en train de travailler justement sur un essai sur la poésie et en même temps sur Kafka. C'est-à-dire qu'il m'est apparu qu'il y avait véritablement une métaphysique de l'absurde chez Kafka, en tant qu'il y avait un point central absolument irréductible, une sorte de punctum saliens, comme on dit, ou bien de roc indéracinable, hein, qui était la chute. Alors, évidemment, pour nous, qui sommes tentés, par la poussée du logos, qui sommes tentés de voir toujours vers le mélioratif, le meilleur, fixer l'idée d'une métaphysique de l'absurde sur le roc de la chute, ça paraît vraiment absurde, c'est vraiment idiot. Et pourtant, si on regarde bien Kafka, c'est constant. C'est-à-dire, c'est pas seulement un agent d'assurance qui voit tomber toutes les choses autour de lui, hein, de telle sorte que ça produit cet effet comique, irrésistible de l'humour kafkaïen, mais c'est vraiment une affirmation d'existence, c'est une affirmation existentielle, c'est une métaphysique existentielle, à savoir, tout le monde croit qu'il est comme ça, ferme, stable, bien planté dans la vie, dans l'existence, etc. Et moi, je me sens tellement faible, plus faible encore qu'un ver à pied. Comment les gens peuvent-ils être si sûrs et si stables dans leur corps, alors que je me sens aussi fragile qu'un ver à pied? Ça me paraît être l'affirmation fondamentale de Kafka. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu justement contamination. Hein. C'est-à-dire que j'ai commencé à voir le principe de chute chez Deleuze parce que je l'avais déjà remarqué si fort chez Kafka qu'il était devenu un fait premier. Et je dirais qu'il y a aussi dans Deleuze l'affirmation du métaphysique qui est une affirmation très étonnante. Là aussi, je m'étais fait avoir, enfin, quand j'avais posé la question dans mon questionnaire, j'avais dit, êtes-vous, comme tout le monde, philosophe qui voit la fin de la métaphysique, le surmontement de la métaphysique, comment on surmonte ses larmes, enfin bref, les grands thèmes où l'on baignait à l'époque où on était encore hégélien. Et il m'a répondu, je me sens pur métaphysicien. Donc ça, c'est une formule essentielle, et c'est vrai, si on regarde le travail que Deleuze a fait avancer toutes ces années, c'est le développement d'une métaphysique. Seulement, le principe, c'est que ce n'est pas une métaphysique transcendante, ce n'est pas une métaphysique du pouvoir, ce n'est pas une métaphysique du meilleur, c'est le contraire. C'est une métaphysique de la vie dans ses formes les plus mineures, humbles, humiliées, écrasées, comme on écrase de l'herbe. Et alors, pour faire une métaphysique de ça, c'était un défi extraordinaire. Je crois que Kafka et Deleuze l'ont relevé. Ils ont véritablement fait une métaphysique du plus humble, du plus écrasé, du plus laminé. Parce que c'est ça qui reste, finalement. L'idée, c'est ça chez Kafka et chez Deleuze. C'est ça qui reste. C'est ça qui fait le fond. De sorte que, évidemment, je ne suis pas d'accord du tout avec Badiou et cette manière de l'être, même si c'est un grand texte. Parce qu'il y a 3 compositions, dont 2 surtout me paraissent complètement à côté de Deleuze, où il déclare que Deleuze c'est un philosophe de l'un, c'est complètement faux. Et deuxièmement, où il déclare que Deleuze c'est un philosophe de la mort, chantre de la mort. Ça me paraît vraiment le contraire exact de ce que Deleuze dit. Donc sur ces points, je suis très très prudent avec le texte de Badiou. Deleuze est un grand philosophe du multiple et de la vie. Et je dirais, bien sûr, Badiou a eu raison de voir l'univocité comme un grand terme. Ça, c'est le grand moment du livre de Badiou, c'est quand il parle de l'univocité. Là, il est exactement dans la bonne ligne deleuzienne, c'est-à-dire l'univocité, c'est
précisément cette immense clameur de l'être en tant que l'être n'est surtout pas quelque chose d'éminent. L'être n'est pas imminent, l'être est mineur. C'est ce qui est au fond, et pas au fond au sens des métaphysiques d'origine. Toujours pareil, il y a 1000 pièges quand on avance en philosophie. Il ne s'agit pas de croire qu'on repart sur une philosophie de l'origine et du fond, et là, Schopenhauer était en tort. Mais une philosophie d'une sorte de base qui ne fait pas défaut, parce que justement, elle est le défaut absolu. Elle est tombée, déjà. On ne peut pas tomber plus loin. Sej, bralci slovenski bodo lahko preverili te vodljive teze, ker v kratkem izide vodljiv tekst. Tudi sam bi imel še marsikaj profesorju postaviti vprašanje tudi na to temo. Bi postavil morda samo še eno kratko vprašanje, potem pa predal besedo tudi vam. Postavite kakšno vprašanje še profesorju, se mi zdi. Filozofija ima eno samo nalogo, pravi, da ustvarjate koncepte. S tem, ko ustvarja koncepte, so pravzaprav upirane. Gre za idejo, ki je danes zelo splošno sprejeta, ne vem, če se vsi zavedate, ampak veliki bestseller, ki je bil prodan v milijonih primerkov, Heslov Indinjevu, se konča natanko z delezijansko enačbo, créer se résister, on sait se créer se résister. In profesora bi morda vprašal samo, dobro, tu ste zdaj govorili o poeziji, dali ste poudarek na to, da je treba pač paziti na fragmente, na malenkosti, se pravi na tisto, kar je minorno, se pravi singularnost, intenzivnost in tako naprej. Obstaja seveda tudi še vprašanje v razmeri do umetnosti ali pa do pisanja nasploh, in to je, se pravi, ljudstvo, ki ga še ni, ljudstvo, ki manjka, ljudstvo, ki šele bo, peuple à venir. Me zanima, kako vidite to v razmeri do tega, kar ste danes razvijali tukaj. Alors, sur le peuple à venir, j'ai entendu à Fortaleza une intervention de Rancière qui m'a un peu sidéré et qui a donné mal à la tête à Zurabichvili, enfin, ce regretté Zurabichvili qui était assis à côté de moi, où Rancière disait « Le peuple à venir, ça sent l'Holocauste ». J'avoue que ça ne nous a pas plu. Parce que quand on essaye de tirer Deleuze vers le fascisme, il y a une opération qui paraît très, très suspecte. Mais ce peuple à venir, je crois qu'il faut le prendre un peu comme on dit, un seul ou plusieurs loups. C'est-à-dire que c'est Moritz, c'est Linz, c'est Butler, ce sont des auteurs, d'abord, qui font intervenir des populations. Des populations qui ne sont absolument pas la même tête. Je veux voir qu'une seule tête, c'est le contraire de ça. Des populations qui sont justement des êtres individués et micro-individués, c'est-à-dire individués jusqu'au détail, qui ne sont que des différences et qui pourtant produisent un peuple. Mais je voudrais qu'on ne prenne pas peuple ici en un sens sociologique ou anthropologique ou politique, mais qu'on le prenne au sens récemment que lui donnait Deleuze, à savoir une population qui comporte des hommes, mais aussi des femmes, etc., en tant que non pas représentant un genre ou une espèce, mais représentant une zone d'indistinction. Parce que c'est ça le problème de Leuzien. Il y a un texte dans Critique et clinique, qui est la littérature et la vie, qui dit à peu près tout là-dessus. Ce que la littérature décrit,
c'est le moment où un homme devient femme, ou bien un chef de gare chez Kafka devient un loup, etc. Ce moment, cette prise, évidemment, c'est par des points, c'est pas massivement, sinon ça n'aurait aucun sens, c'est par des points, peut-être imperceptibles d'ailleurs, et quand ça se produit, eh bien, cela, toutes ces prises, peuvent former population. Le peuple, ça serait le moment où les formes qui insupportaient tellement, je mêle beaucoup Kafka et Deleuze, mais j'ai l'impression qu'ils ont le même combat, hein. Kafka disant la solide détermination du corps humain m'est insupportable. Eh bien, ce à quoi Deleuze est attentif, c'est le moment où ça, justement, où ça change. Voilà. Le moment où il se passe quelque chose dans l'actualité massive d'un homme ou d'une femme ou de ce que vous voudrez, et que par un point, c'est en train de changer. Ça me paraît être le support du thème de la population. Et de la multiplicité. Parce que la multiplicité, il prend la définition chez Riemann, mais c'est justement ça. C'est un moment, on atteint par le principe de différentiel, et c'est le moment où on a plusieurs valeurs qui se mêlent en un seul. Mais les plusieurs valeurs sont toujours distinctes, et pourtant elles prennent.